Bonjour troupe Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon preview de l'UFC on ESPN 12 Poirier contre Hooker. Et puis là, c'est le temps d'être content, guys, parce que ça fait 2 semaines qu'on chiale. Oui, il y avait Barrio, il y avait Jourdain sur la carte, mais on chialait là, de la carte. On disait, Ike contre Calvillo, main event de merde, Blaze contre Volkov. Main event, oui, mais combat de merde, le style match-up, ça allait toujours faire le match-up que ça a donné. Il n'y avait aucune surprise là. Et puis, c'est pas des main events très excitants qui te donnent envie de rester réveillé tard. Là. Je vous cacherai pas que même la semaine dernière, j'ai absolument tombé endormi là, pas loin après le combat de Barrio parce que ça m'a tellement tout vidé le jus que j'avais. Là, tellement j'étais stressé pour ce fight-là. Et content après que c'est ça. J'avais plus d'énergie puis je suis tombé au combat. Là, il fallait que je réécoute tout ça le lendemain. Puis, non, c'était pas un bon main event, mais cette semaine, on a un bon main event. Dustin Poirier, Dan Hooker, deux gars que quand ils se battent, tu veux pas manquer ça. Fait qu'imagine quand ils se battent ensemble, comment tu veux pas manquer ça. Et puis je suis là pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour ce combat-là et les 9 autres de la carte. Peut-être 10, parce qu'il y a Mara Romero Borella qui devait affronter Miranda Maverick. Malheureusement, Maverick s'est blessé. L'UFC était à la recherche d'un adversaire. Par exemple, on n'a pas encore eu d'annonce à cet effet-là. Puis il est comme pas mal minuit. Là. Il est 23h58 jeudi soir en ce moment quand j'enregistre. Puis toujours pas de nouvelles, donc j'assume que Mara Romero Borella ne sera pas de la carte malheureusement pour elle. Donc ça va nous donner 10 combats. Je commence à l'instant même avec le main event, Dustin Poirier, Dan Hooker, absolument incroyable comme combat. C'est un combat que, tu sais, de prime et d'abord, je pense qu'il faut donner l'avantage à Dustin Poirier pour deux raisons là, en particulier. Son expérience à ce niveau-là, c'est un gars que ça fait des années qu'il se bat dans des main events, des années qu'il se bat dans certains des combats les plus importants de la division, que ce soit à 145 ou à 155. C'est un des mainstays, c'est battu pour le titre, affronté Conor McGregor. C'est un gars qui est là dans ces grosses situations-là depuis des années. Dan Hooker commence à s'habituer tranquillement là, de plus en plus à un main event fighter au niveau de l'UFC, mais ça a pris du temps à se rendre là. Il n'y a pas encore l'expérience d'affronter des Dustin Poirier à tous les combats. D'ailleurs, ça va de loin être le meilleur adversaire qu'il va avoir affronté depuis Edson Barboza, selon moi. Bien que Paul Felder, Edson Barboza, très semblable, là, comme on a vu dans leurs deux combats où ils se sont affrontés. Mais ça va être tout un test pour Dan Hooker, parce que Dan Hooker, c'est vraiment un bon striker. Quelqu'un qui est un sniper à distance, qui a un long reach, qui est quand même encore très grand. Pour lightweight, il était gigantesque là à 145. Pour lightweight, il est encore grand, encore un bon reach. Mais surtout, ça sert bien de son reach. C'est un combattant de city kickboxing. Là. Eugene Berman s'entraîne avec Izzy, s'entraîne avec Volkanovski, s'entraîne avec plein d'excellents combattants dans l'UFC, le Kai Kara France notamment. Et puis, man, ils sont juste bons à distance, ces gars-là. La gestion du range, même Volkanovski qui a un peu des bras de T-Rex, gère tellement bien son range, utilise des leg kicks pour garder sa distance. C'est quelque chose qu'Hooker fait très bien. Vraiment un combattant plus offensif, je vous dirais, que Volkanovski et même que Israel Adesanya. Adesanya est vraiment un elite striker que il sait quand il peut se laisser aller et puis il va le faire sans prendre de risques la majorité du temps. C'est peut-être pas le cas pour Dan Hooker. Des fois, Dan Hooker va se laisser entraîner là, justement dans un échange où il va prendre peut-être un risque inutile qu'il n'aurait pas dû prendre, mais c'est un peu dans sa nature là, d'échanger. C'est un combattant qui aime pas les slow fights ou la défensive prime. Tu comprends? Bien que c'est un bon combattant défensif quand même. Ceci étant dit, mais Dustin Poirier, comme j'ai dit, a beaucoup plus d'expérience. L'autre aspect que je pense qu'il faut favoriser Poirier, c'est vraiment pour tout ce qui est grappling, autant lutte que soumission au sol, contrôle des positions au sol. L'affaire, c'est que je pense pas que je peux vraiment m'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges de grappling. Je pense que ça va aller dans le clinch, ce combat-là, à quelques reprises, mais je serais vraiment surpris là, de voir un des deux shooter sur l'autre. Puis si ça arrive, il va peut-être être comme déjà trop tard. C'est peut-être parce que cette personne-là va s'être fait faire mal, puis va un peu panic wrestle, comme on dit. Puis ça, c'est pas la chose à faire, ni contre Poirier, ni contre Dan Hooker. Donc, tu sais, je veux pas mettre beaucoup de poids, beaucoup de valeur dans le fait que Poirier va avoir un gros avantage, selon moi, au niveau du grappling. N'empêche que
J'ai Dustin Poirier pareil, par son volume. C'est un gars qui lance beaucoup, qui est moins défensif que Dan Hooker, mais beaucoup meilleur défensivement qu'il l'a été auparavant. Puis il sait prendre un punch. Là. Dustin Poirier est un gars qui prend très bien un punch, puis qui n'aura pas peur justement de prendre un punch pour rentrer dans le range puis en lander 2-3. C'est un gars qui travaille en combinaison, c'est assez exceptionnel. Vraiment plus orienté sur la boxe, mais capable de bien travailler autant à la tête qu'au corps. Puis je pense que son expérience en main event, le fait qu'il sait exactement quoi faire dans les combats pour aller gagner ces rounds-là. C'est quelqu'un qui a été dans tellement de situations semblables, qui s'est retrouvé pas mal dans toutes les positions que tu peux te retrouver. Puis il sait quoi faire dans chacune d'entre elles. Il est très conscient aussi de comment se passe le combat pendant le combat. Des fois, il y a des fighters que ils zone out un peu, puis s'ils ont des bons moments dans le round, ils vont pas trop calculer les bons moments de son adversaire, puis il va penser qu'il est en train de gagner 5 rounds, même s'il perd 3-1, dans le fond. C'est pas le cas avec Dustin Poirier, c'est un gars qui est très conscient, puis il y a son corner aussi du ATT là, qui est très bon pour lui rappeler ça. Ça va être vraiment une bataille de deux des meilleurs gyms en MMA là, avec le ATT puis City Kickboxing, mais je pense que Poirier est le favori ici, puis je pense que c'est légitime. J'ai Dustin Poirier par décision. Là. Les deux sont vraiment tough. On a vu Hooker contre Felder, un des meilleurs combats de l'année jusqu'à présent. Puis ça va vraiment tout prendre là, pour finir un Dan Hooker ou même pour finir un Dustin Poirier. Donc j'ai Poirier par décision, mais je pense que j'ai vu les odds, je pense que Poirier est un peu trop favori. Personnellement, pour mon goût, je pense que c'est un combat plus serré que ça en a l'air, mais je dois quand même favoriser Dustin Poirier. Co-main event maintenant, et ça c'est à la fois le shit show de la soirée et un des combats les plus attendus de la soirée. Parce qu'on a Platinum Mike Perry isabum.com en compagnie de sa nouvelle blonde qui va être sa seule cornerman qui affronte Mickey Gall. Puis tabarnouche, c'est comme, on dirait qu'il y a tellement toutes les affaires qui me donnent envie de juste pick contre PMP. Parce que tabarnouche, je sais pas trop comment il s'entraîne, je sais pas trop comment il prend ça au sérieux. Étant donné tout ce qu'on a vu là, dans les derniers mois, le gars va legit avoir sa nouvelle blonde dans son corner. Puis, tu sais, man, c'est étrange, c'est vraiment étrange. Fait que je sais pas dans quelle direction ça s'en va, le Platinum Mike, qui est déjà, je pense, 6-6 dans l'UFC ou de quoi de même. Donc, c'est pas la meilleure fiche, là, loin de là. Sauf que, tu sais, il veut vraiment être meilleur debout que Mickey Gall. Puis, je pense que c'est comme le traditionnel striker versus grappler match-up où c'est la lutte qui va trancher. Basically, là, je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que Mickey Gall a rien pour Mike Perry debout. Si ça se passe debout trop longtemps, Mickey Gall va se faire finir. Mike Perry a rien au sol pour Mickey Gall, qui est une excellente brown belt de Renzo Gracie. Puis qui tu sais, à part contre Diego Sanchez, c'est la fois qu'il s'est fait vraiment contrôler au sol, puis qui s'est gazé bien raide. Il a pas mal dominé la majorité des gens là, qui a affronté au sol. C'est sûr que ses victoires, c'est genre contre Super Sage, puis CM Punk, puis Salim Touari, puis des gars de même. Je pense que son meilleur win, c'est genre George Sullivan, qui est un bon fighter, mais qui est plus dans l'UFC aujourd'hui, puis c'est pas pour rien, tu sais. Fait que, man! Comme je dis, je pense que c'est la lutte qui va trancher dans ce combat-là, puis ça peut avoir l'air bizarre, mais je pense que Platinum Mike va avoir l'avantage. Pour la simple et unique raison que c'est toujours plus facile lutter défensivement que lutter offensivement. Donc Mike Perry, pour avoir du succès dans ce combat-là, en théorie, va avoir besoin d'être un petit peu moins bon en lutte que Mickey Gall, mais pas trop. Là. Pas tellement moins bon que Mickey Gall peut le takedown aisément, mais c'est juste un petit peu moins bon pour que Mickey Gall ait quand même des bonnes entrées, mais Mike Perry réussisse à s'en défaire. Puis l'affaire que Mike Perry a, c'est qu'il est très fort, très athlétique, puis super fucking tough. Oui, il s'est fait finir là son dernier combat, puis c'est comme la première fois, puis c'est contre Jeff Neal ou de quoi de même aussi. C'est le genre d'affaires qui arrivent, mais non, c'est ça, je pense que ça va être dur pour Mickey Gall, qui est pas un très bon lutteur, là. Vraiment pas, même. C'est quelqu'un qui se fait takedown aisément par Diego Sanchez. C'est quelqu'un qui a eu de la difficulté, là, voire même qui a juste pull guard dans des combats des fois parce qu'il ne veut pas vraiment l'amener au sol dans la position où il voulait. Donc, tu sais, d'avoir vu des lacunes au niveau de la lutte de Mickey Gall, ça me fait penser que Mike Perry va probablement être assez capable de défendre les takedowns pour finir par geler Mickey Gall. Donc, j'ai Platinum Mike par TKO, deuxième round dans ce combat-là. Ensuite,
185 livres. Ça, c'est un autre combat que j'aime sur la carte. J'ai dit que la carte n'était pas incroyable, puis ça fait 3 combats back-à-back que j'aime, mais vous allez voir, ça se gâche un peu par après. C'est Brandon Allen qui affronte Carl Daukaus, qui fait ses débuts dans l'UFC, un excellent prospect, l'un des prospects que je surveillais depuis plusieurs années. Plusieurs années, il n'est pas très vieux dans sa carrière, là, il est juste 9-0, mais c'est un gars, je pense, qui était prêt là, à faire le saut dans l'UFC. Il va arriver sur short notice, c'était Jan Heinisch qui devait affronter Brandon Allen. Ça n'aura pas lieu finalement là, pour l'instant. Et puis, man, Brandon Allen est comme... C'est à peu près le moins bon combattant qui a le plus de succès, là, dans le sens que sa game est vraiment messy, il n'y a pas beaucoup de combats debout. Le gars est vraiment reliant sur le fait d'aller chercher un body lock dans le clinch puis de te faire une petite jambette. Puis de là, c'est un bon grappler, mais c'est un grappler opportuniste. T'sais, il est en train de se faire laver là, au sol par Kevin Holland jusqu'au moment où, wow, il y a un backtake mystère qui est sorti de nulle part puis il l'a choqué. Puis oui, il a gagné ce combat-là, mais il se faisait complètement out-grapple par quelqu'un qui avait l'air d'être un meilleur grappler que lui. Carl Daukaus, c'est un peu le même style de combattant, je vous dirais, mais avec du striking. Puis, je pense pas que ça va... T'sais, autant je vois mal Poirier contre Hooker avoir beaucoup de grappling, je vois mal Carl Daukaus juste outstriker Brandon Allen puis rester sur son basic, puis vraiment... l'outstriker pendant 15 minutes parce que lui-même, Carl Daukaus, a la grosse tendance là, de rusher le combat dans le clinch et puis d'aller chercher ses takedowns de là, puis de grapple avec son adversaire. Puis je pense que ça va être un combat très, très, très serré au sol. Mais je pense que c'est deux grapplers très opportunistes. Fait qu'autant que ça va être serré, autant que je vois pas ça durer très longtemps au sol non plus. Je pense pas que ça va être un bon match d'échecs de 15 minutes de grappling. Je pense que ça va être un combat de grappling où les deux gars essayent pas mal submission over position. Puis ça va pas mal résulter dans le fait qu'il y en a un qui va se faire soumettre au premier round. Et puis je vais prendre Carl Daukaus dans ce combat-là, mais pour la simple et unique raison que c'est un gars de Dars, puis moi j'étais un gars de Dars aussi. Fait que je vais supporter mon fellow gars de Dars. Et puis je vais dire Carl Daukaus par premier round, par soumission premier round avec un Dars choke. Chose qui pourrait très bien arriver parce que s'il réussit à bien défendre les body locks de Brandon Allen en allant chercher des underhooks puis tout, Allen va essayer de shooter pour un single ou un double. Puis Carl Daukaus, c'est sa spécialité, là, le front headlock. Il lutte bien dans ces positions-là. Va chercher la majorité de ses soumissions de cette position-là. Donc je pense que ça va être pas mal dans sa game d'essayer de forcer Brandon Allen à shooter sur lui pour qu'il ait une bonne position pour aller chercher un Dars, un Anaconda ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai Daukaus soumission, premier round. Et puis là, ça se gâte un peu comme je disais. Là, c'est des combats qui existent pour le restant, là, je vous dirais. Et le premier d'entre eux est vraiment le combat qui existe le plus parmi tous les combats qui existent. Gian Villante face à Maurice Green, The Crochet Boss. Et puis, man, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Gian va l'allumer, man. Parce que t'as comme un combattant en Maurice Green qui est bon, je vous dirais, tu sais, côté technique pour un combattant heavyweight. Fait des bonnes choses, est capable d'être sur son V6, travailler son jab. C'est un très très grand heavyweight qui a un long reach. Travaille bien avec ses kicks. Il est un peu susceptible au takedown, mais genre la majorité de sa game au sol, c'est d'être sur son dos puis lander des triangles. Il y a beaucoup de soumissions par triangle, pas mal trop pour un heavyweight même. Puis t'as Gian Villante qui lui... pas très stratégique, pas très technique, fait juste comme aller de l'avant, essayer de lancer des coconut bombs jusqu'à temps que soit il knock son adversaire ou soit il gaze out badly. J'ai l'impression que... Tu sais, ce qui est plate avec Maurice Green, c'est qu'on voit de belles choses de lui, mais ça se traduit pas full en du succès. Heavyweight, c'est vraiment s'il y a une division où tu as avantage à être Messi, puis à juste essayer de faire mal à ton adversaire, contrairement à être technique, puis en essayant de faire des belles choses. C'est pas mal cette division-là. Fait que dans le fond, si c'était un match-up welterweight, j'avais Maurice Green all day, mais vu que c'est un match-up heavyweight, j'ai Gian Villante par TKO au premier round. Ensuite, Sean Woodson affronte Julian Erosa, qui est de retour pour la 3e fois dans l'UFC. Ces 2 fois précédentes nous ont pas mal montré que pas full un UFC level fighter, c'est pas mal le gars qui va gagner la majorité de ses combats sur la scène régionale, mais dès qu'il y a le step-up de l'UFC devant lui, c'est difficile. Heureusement pour lui, Sean Woodson a tellement peu d'expérience que c'est basically un combat régional, mais Sean Woodson est aussi un gars qui est fait très long et puis qui est un sniper à distance et comme un...
sais, Julian Erosa, si Julian Erosa est un excellent grappler, puis qu'il serait arrivé dans ce combat-là strictement pour lutter Sean Woodson, je pense que je le piquerais, bien sincèrement, pour gagner. Mais l'affaire, c'est que oui, il va peut-être arriver et essayer de lutter Sean Woodson. Je ne sais juste pas s'il va être capable parce qu'il est comme pas très bon dans cet aspect-là. Julian Erosa, c'est plus le genre de combattant qui veut échanger de bout et qui travaille bien en combinaison. Par exemple, lui aussi, il fait quand même long puis son style rangy fait que je trouve qu'il a souvent le menton très haut puis on l'a vu se faire taguer violemment dans l'UFC puis se faire finir. Fait que j'ai comme l'impression que quelqu'un qui, la grosse partie de sa game, c'est d'être un sniper at range puis de trouver le money shot qui va mettre son adversaire out cold. En Sean Woodson, je pense que ça joue pas mal dans sa game un match-up contre Julian Erosa. Fait que j'ai Woodson par KO au premier round. On se dirige sur les prelims. Violent Bob Ross, Luis Peña affronte Kama Worthy. Un autre match-up bizarre parce que tabarnouche que Violent Bob Ross est frustrant comme combattant. C'est incroyable parce que quand tu le vois se battre debout, il est tellement bon, il est fluide dans sa game, enchaîne bien, mais avec est absolument énorme, là, on a vraiment une carte où il y a beaucoup de très gros et longs gars pour leur division. Là. Dan Hooker, c'est un long rangy guy. Mickey Gall, même si zéro dans sa game, c'est un long rangy guy. Brendan Allen, long rangy guy, même s'il veut juste se battre dans le clinch. Maurice Green, Sean Woodson et Julian Erosa. Puis là, t'as Luis Peña qui est vraiment la version la plus Mickey Gall du long rangy guy, mais qui est bon debout. C'est pour ça que c'est frustrant. Il est bon debout, puis il fait des belles affaires, mais on dirait qu'il est incapable de se battre debout plus que 30 secondes sans soit shooter un takedown ou essayer de clincher puis d'amener ça au sol d'une manière ou d'une autre. Puis il est bon au sol. Le problème, c'est que c'est plus un positional guy. Puis s'il réussit juste à prendre ton dos et à lock in un body lock, ben il va gagner les rounds facilement. Il a comme gagné son dernier combat, je pense 30-25 ou 30-24, quelque chose de même. Il est vraiment dominé son adversaire au complet. Ça n'a pas été un beau combat, ça a été un combat où il a passé 15 minutes dans son dos, mais il n'a pas vraiment réussi à le choquer. Il n'a pas vraiment réussi à faire rien d'autre que d'avoir le contrôle du dos et puis de gagner ce combat-là. L'affaire, c'est que il y a des bonnes chances d'être capable de faire ça contre Kama Worthy, pour être bien honnête avec vous. Mais Kama Worthy, parce que l'affaire, c'est que même si Luis Peña est meilleur que Kama Worthy debout, Worthy aurait plus de chances de gagner ce combat-là si Luis Peña était moins down de se battre debout. Puis il a l'air de vouloir être down, mais comme je vous ai expliqué, il l'est pas, là, il fait game pas. Donc, j'ai pas le choix d'y aller avec Peña ici, parce que si ça restait debout, c'est sûr que Kama Worthy c'est un bon counter-striker avec quand même du power. Puis c'est là qu'il gagne et perd, d'ailleurs, la majorité de ses combats debout, soit en knockant son adversaire ou en se faisant prendre en début de premier round puis se faisant knocker lui-même. Je pense juste que ça va être un grappling match puis que Luis Peña va avoir l'avantage ici. Je mets une soumission au troisième round parce que Kama Worthy c'est comme pas un très très bon grappler. Fait que je pense que s'il y a un gars qui a la chance de soumettre, ça va être lui. Est-ce qu'on peut vraiment se fier là-dessus par exemple? Je ne croirais pas, mais j'ai Luis Peña par soumission, troisième round, ici. Ensuite, on tombe à un autre combat heavyweight. Felipe Lins affronte Tanner Boser, le Canadien de Bulldozer, notre boy. Et puis, je veux pas y aller d'une analyse très très simple ici. Mais si Andrei Arlovski est comme pas assez vieux et décrépit pour battre Felipe Lins, je pense que Boser est capable de faire sensiblement la même chose parce que Tanner Boser, oui, c'est un gros gars, mais son style, c'est d'être light sur ses pieds, c'est d'échanger, mais de rester prudent, de le travailler plus en volume qu'en power. C'est la version plus bouncy de Maurice Green. Basically, c'est un heavyweight technique. Puis je le sais que le fait d'être Messi, vraiment, ça marche dans cette division-là. Puis Felipe Lins est très capable d'être Messi, mais j'ai tellement juste vu se faire outstriker par un Andrei Arlovski qui a décidé de rester technique dans ce combat-là. Puis c'est comme une des rares fois que ça a vraiment bien marché pour un heavyweight. J'ai de la misère à poser la même affaire pour Tanner Boser parce que sincèrement, j'avais beaucoup plus peur qu'Arlovski se fasse knocker par Lins qui essaie d'être dirty, puis de rentrer dans le range, puis juste de brasser quelqu'un, que Tanner Boser. Le Tanner Boser est égal, sinon supérieur physiquement, selon moi, à Felipe Lins. Donc, je vois mal Lins à rentrer là puis le brasser quand il n'a même pas réussi à faire ça à Andrei Arlovski. Puis Tanner Boser est peut-être un peu moins technique debout qu'un
qu'un Andrei Arlovski, mais va utiliser les mêmes atouts, là, va se servir de ses deux mains, va travailler en volume, va lancer énormément de leg kick. Donc, regarde, j'ai Tanner Boser par décision dans ce combat-là. Je pense que c'est plus que faisable pour le Canadien. Ensuite, oh my god, oh my god, oh my god, ça, les boys, ça risque de ne pas être beau. C'est Takashi Sato qui affronte Ramiz Brahimaj. Et Takashi Sato est vraiment là, je vais aller dire le Valentina Shevchenko de welterweight, là. Mais c'est pas gentil pour Valentina, elle est super élite. Mais tu sais, le counter-striker défensif dédié qui ne va pas lead, là, qui va attendre que tu fasses quelque chose pour te plugger en counter. Puis si tu fais rien, ben il fera pas rien, lui non plus, ne va jamais se compromettre. Et puis Ramiz Brahimaj, lui, est un gars qui est juste un grappler. C'est le gars, il grapple, c'est ça qu'il fait. Puis, man, je sais pas s'il y a vraiment les skills, c'est son premier combat dans l'UFC, il fiche de 8-2 que des victoires par soumission, puis les deux décisions qu'il a eu dans sa vie, c'est ses défaites. Et man, je le sais pas, je l'ai jamais vu contre un combattant UFC level, puis même si Takashi Sato n'est pas le combattant le plus épatant là, dans toute la galerie, il est quand même un combattant qui mérite sa place dans l'UFC, selon moi. 170 livres, il ne sera jamais un élite welterweight, mais il va être un gars qui va être là, puis il va disputer ses combats une fois de temps en temps, puis quand il va en avoir un vraiment épais qui va courir après, ben il va le knocker bien raide, mais sinon, il va avoir du succès mitigé dans l'UFC. C'est sûr que si Brahimaj est juste pas capable de le takedown, Sato va le counter à chaque fois qu'il arrive trop proche, puis ça va devenir un super slow fight que Sato va gagner par décision. Mais Brahimaj a l'air vraiment persistant dans ses attaques, puis j'ai l'impression que si t'es persistant contre Takashi Sato, un jour ou l'autre, tu vas finir par le takedown. Puis si le takedown, d'après moi, il y a des assez bonnes chances de le battre par soumission. Donc je vais prendre le nouveau venu ici, le Brahimaj, par soumission au deuxième round, mais regarde, pas sûr que je battrais de l'argent là-dessus. Ensuite, on a Jordan Griffin qui se fait rebooker assez vite là, après que je me rappelle même plus contre qui devait se battre, mais son adversaire avait du pull-out, le cheval combat. Donc un rebooking assez rapide pour lui. C'est pas contre le même, par exemple, c'est contre Youssef Zalal. Et puis Youssef Zalal m'a beaucoup impressionné quand il a affronté Austin Lingo. Il a absolument dominé. Il a été capable de justement se mettre sur son basic, de l'outstriker, oui, il s'est fait frapper une couple de fois assez solidement, mais il a toujours été en avantage chez Scorecard en landant des belles combinaisons, du volume sur son adversaire et puis repousser toutes les takedowns, les tentatives dans le clinch. Et puis Jordan Griffin, même le combat où il a gagné, il perdait là, entre vous et moi. Il a juste pris une guillotine bizarre. Puis même son adversaire a réussi à passer en side control. Il avait son coude vraiment haut. Puis il avait un bon angle. Fait qu'il a juste endormi son adversaire de cette position-là. C'était genre TJ Brown, si je me rappelle bien. Un autre gars qui venait du contender. Fait que tu sais, c'est comme une victoire weird dans un combat qui gagnait même pas contre un adversaire que si t'es UFC level, tu dois absolument battre. Puis j'ai vu Zalal affronter un gars qui était peut-être pas prêt dans l'UFC en Austin Lingo, mais qui a quand même du bon potentiel athlétique, du moins plus qu'un Jordan Griffin. Fait que Jordan Griffin, il est là, va être crafty, il va faire ses petites affaires. Je pense pas qu'il est meilleur que Zalal debout. Je pense pas qu'il y a vraiment tant d'outils pour l'amener au sol puis le dominer là non plus. Donc si Zalal ne shoot pas la tête première dans une guillotine ou quelque chose de dramatique de même, devrait s'en sortir dans ce combat-là et gagner ça par décision. Désolé. Le premier combat de la soirée maintenant, ça va être sur Fight Pass. Kay Hansen affronte Jin Yufrey. Puis il y a une grosse partie de moi qui a juste envie de pick Kay Hansen ici parce que t'as vraiment une 115 livres contre une 105 livres ici. Mais on a vu des 105 livres comme bien sûr Michelle Waterson est vraiment très bonne. Mais on s'entend que Jin Yufrey au monde, c'est comme la 3 ou 4e meilleure 105 livres. Là. Quand t'as une Angela Lee, t'as une Sio Yam, puis t'as Ayaka Masaki. Puis après ça, je pense que Jin Yufrey, c'était sa place là, comme 4-5e au monde dans cette division-là. Puis a pratiquement juste perdu justement contre Sio Yam et Amasaki. Puis étrangement, Beck Rawlings, là, ce qui m'a fait... Tu sais, si Beck Rawlings est capable d'out-wrestle Jin Yufrey, mais Kay Hansen devrait être capable aussi. Mais tabarnouche, man. Kay Hansen a vraiment juste de la lutte. Puis en ne faisant que lutter ses adversaires à un niveau de compétition assez ordinaire, la fille est juste 6-3, là. Tu comprends? Fait que c'est pas comme ça à l'arrivée, puis une lutteuse dominante, tu sais, puis tout. C'est une fille qui va lutter. Je sais pas si au sol, elle va être meilleure que Jin Yufrey. Debout, elle sera certainement pas meilleure que Jin Yufrey. Jin Yufrey, le problème, c'est qu'elle travaille quand même assez slow pace.
S'il est capable d'avoir son combat, il va absolument gagner, mais son slow pace puis le fait qu'elle mesure 5 et 2 puis qu'elle est vraiment minuscule, c'est les deux affaires qui vont le plus jouer contre elle dans cette division-là. Je pense pas qu'elle va perdre là, contre Kay Hansen, pour être honnête avec vous. Ça se peut, on sait jamais, mais je me fierais pas vraiment là-dessus. Fait que je vais y aller avec Jin Yufrey par décision ici, mais c'est vraiment le petit combat short notice par rapport qui aurait dû rester sur une carte d'Invicta selon moi. Fait que c'est ça, ça conclut mes analyses et prédictions complètes pour cette carte de l'UFC qui mettra en vedette Dustin Poirier, Dan Hooker. Très bon combat, j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que laissez-moi vos impressions, un like, un commentaire, partagez le shit, abonnez-vous à MMA Talk sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, tout, même si je vois quasiment jamais. Fait que checkez ça, et puis ben c'est ça, on se parle une prochaine fois, ce qui est probablement pas la semaine prochaine parce que je pense qu'il n'y a pas de carte, donc ça va être pour l'UFC 251 sûrement. Fait que c'est ça. Bye.